Mesdames, Messieurs, bienvenue à Laval et compagnie. Mon nom est Éric Rémy. Et moi, Laurence Coutu-Paquin. Cette semaine, on vous parle d'aide aux devoirs offert à la Maison des enfants, le Dauphin de Laval. On découvrira qu'est-ce que la Journée nationale du travail invisible. Notre chroniqueuse immobilière Cassandra Prainville nous parlera de renouvellement de bail. Notre pharmacienne Joliane Béguin nous parle d'hypertension et de santé cardiovasculaire. Jean-Jacques Lapierre nous fait découvrir un restaurateur d'œuvres d'art, Salvatore Campagna. Je m'entretiendrai avec le directeur artistique et la présidente de l'Opéra Bouffe du Québec. Notre chroniqueur techno Jean-Philippe Leroux nous fera découvrir les technologies pour arrêter de fumer. Notre critique cinéma Nicolas Vincent Poirier nous dira ce qu'il a pensé du film de science-fiction 10 Cloverfield Lane. L'édition de la semaine du 20 mars 2016 de votre magazine Laval et compagnie débute à l'instant. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit Stéphanie Leblanc qui nous parle de la Maison Dauphin. Bonjour Stéphanie, comment ça va? Ça va très bien, merci. Moi, je veux savoir, c'est quoi, en gros, la Maison Dauphin? Oui, en fait, c'est la Maison des enfants, le Dauphin. C'est un trésor à Laval. C'est un organisme communautaire famille qui a pour mission, dans le fond, d'aider à grandir. Aider à grandir les enfants, les familles, nous-mêmes, on s'aide à grandir en les accueillant. Dans le fond, nous, on est là pour permettre aux enfants et aux familles d'avoir un milieu de vie où ils peuvent s'épanouir, retrouver là des gens qui vont les accompagner, les entendre, les écouter, où ils vont être en sécurité, par diverses activités très concrètes, offertes gratuitement depuis 20 ans. Toutes les activités sont offertes gratuitement. Toutes les activités, sauf quelques exceptions, parce qu'en ce moment, on est en train de développer des petits projets d'économie sociale pour se permettre, dans les circonstances actuelles financières, de survivre et de pouvoir maintenir des activités gratuitement. Oui, c'est ça. Donc, il y a des projets d'aide aux devoirs qui sont faits de façon d'économie sociale où on demande à certaines familles de contribuer, celles qui le peuvent. Puis ça permet d'offrir ça aussi gratuitement à des familles qui ne peuvent pas payer. Puis vous avez pour certaines activités aussi l'aide de la Caisse des Jardins? Oui, la Caisse des Jardins des Grands Boulevards à Laval, c'est un partenaire financier très important pour nous qui est avec nous depuis plus de 10 ans, je pense que c'est 14 ans cette année, qui nous finance particulièrement dans une activité qui s'appelle Confidence à un dauphin, mais aussi nous ont aidés de façon ponctuelle en différents projets. Puis c'est quoi le genre d'activité concrètement que vous offrez aux jeunes? J'imagine que c'est très diversifié comme activité. Oui. Vous me parliez justement de l'aide aux devoirs. Il y a des choses qui sont plus, je ne veux pas dire fun, mais plus divertissant pour les enfants. Oui. Bien, en fait, c'est parce qu'à l'intérieur, dans le fond, on pourrait diviser ça par 2 blocs. Il y a comme 2 volets. Il y a le 0-5 ans, où on travaille bien sûr avec les familles, parce que les familles, c'est les plus importants pour les enfants. Nous, on n'est pas là pour se substituer aux familles. Au contraire, on est là pour accompagner les parents. Donc, on a une panoplie d'activités aux 0-5 ans. Pour te donner une idée, on a 7 activités par semaine en avant-midi. Donc, c'est-à-dire que des fois, c'est à l'extérieur de la maison des enfants. On est ouvert à peu près 16 jours par semaine, mais pas toute la journée, là. Mais il y a des activités tout le temps à la maison des enfants. Le 0-5 ans, dans le fond, c'est des activités d'accompagnement pour les parents, de stimulation pour les enfants qui ont des défis dans leur développement. Par exemple, on a les poissons gigottes. Un enfant qui a un défi au niveau de son développement moteur, physique, autisme, etc. Les parents peuvent venir chez nous, ils vont avoir du support, ils vont avoir un peu de répit. Puis des fois, on travaille même avec le spécialiste que l'enfant voit. Souvent aussi, c'est pour éviter que les enfants régressent pendant des moments où ils sont en attente de voir des spécialistes. Mais c'est aussi des milieux de vie, tout simplement, pour venir sortir de pour sortir de la solitude, pour venir rencontrer des gens, se créer des milieux d'entraide, des réseaux d'entraide. Ouais. Les familles nouvellement arrivées viennent retrouver des amis, là, se faire un réseau. Donc, on a beaucoup d'immigration à Laval, à Chemédé en particulier. La Maison des enfants travaille beaucoup avec ces familles-là. Pour le 6-12 ans, c'est l'accueil après l'école. 3 après-midi par semaine, on accueille les enfants après l'école, toujours gratuitement. C'est une collation nutritive et vraiment substantielle. Là. C'est soupe, légumes, etc. On s'assure que les enfants vont bien manger. Accompagnement aux devoirs, c'est énorme la demande qu'on a de ce côté-là de plus en plus. Les parents ne parlent pas français. Ils veulent beaucoup les aider ou ils parlent français un peu, mais bon, ils n'y arrivent pas vraiment avec la nouvelle façon d'enseigner la grammaire ou les mathématiques. Nous, on est là un peu pour, évidemment, aider l'enfant, mais on inclut toujours le parent dans toutes nos démarches. C'est très important pour nous. J'imagine. Mais tu as raison, ce qu'on veut avant tout, c'est permettre aux enfants d'être des enfants, tout simplement. Chez nous, c'est une bulle de douceur. C'est un endroit où ils vont pouvoir s'amuser puis développer leur estime d'eux. Comment? Bien, en vivant des expériences de réussite. Ça peut être réussir une recette de muffins puis les amener à la maison. Ça peut prendre le lapin, jouer du piano. La maison est vraiment, c'est une vraie maison avec plusieurs pièces. Et on a aussi un service de Confidence à un dauphin, qui est un courrier confidentiel offert dans 24 écoles primaires de Laval. Mais ça, j'ai vu que l'année passée, vous avez reçu 12 000 lettres. 12 236, exactement. Oui, dans une année, 12 000 lettres d'enfants, plus de 12 000 en fait. On rejoint
Potentiellement, il y a 8 000 enfants qui peuvent nous écrire. De ce 8 000-là, il y a au moins 3 000 enfants différents qui nous ont écrit. Wow. Ils ne sont pas obligés de le faire. C'est une activité qu'ils leur ont offert dans leur école. Et ils peuvent nous écrire autant pour nous raconter leur joie que leur peine. Ce n'est pas de la thérapie par lettre, c'est un outil de communication. Ça donne le goût aux enfants de lire et d'écrire. Ça, c'est comme une plus-value. On n'avait comme pas nécessairement mis cette activité-là pour ça. Ce qu'on veut surtout dire aux enfants, c'est tu es suffisamment important pour qu'il y ait quelqu'un qui prenne le temps de t'écrire. C'est clair. Et là, on a une centaine de bénévoles impliqués dans cette activité-là. C'est tellement valorisant pour l'enfant. De recevoir une lettre. Et toutes nos lettres sont faites sur du papier fait à la main avec des dessins sur l'enveloppe, sur le papier. Donc, on a des bénévoles qui font les dessins, on a des bénévoles facteurs qui vont livrer les lettres. On a les bénévoles qui répondent aux lettres. Toutes les lettres sont supervisées 2 fois, les nôtres aussi, parce que l'équipe répond chez nous aussi à 50 des lettres qu'on reçoit. Et on a des bénévoles aussi qui font la correction des lettres parce qu'on veut s'assurer de la qualité puis d'envoyer notre lettre dans le meilleur français possible. Puis là, vous avez une centaine de bénévoles qui vous aident. Oui. Vous en cherchez toujours? On est toujours à la recherche bénévole parce qu'on a un projet, ce qu'on souhaite, en tout cas, il va y avoir des gros changements dans les prochaines années. On l'espère, on travaille fort là, financièrement pour que ça arrive. On voudrait rejoindre l'ensemble des écoles primaires de Laval. OK. Donc, évidemment, à chaque fois qu'on a des bénévoles de plus, pour nous, c'est une possibilité d'ouvrir une nouvelle école. On a des écoles qui sont sur les listes d'attente. Je donne un exemple, un enfant qui va à une école primaire X, pendant quelques années, a cette activité-là, puis déménage, s'en va à une autre école, il n'y a plus l'activité. Ou un ami n'a pas cette activité-là, puis on se dit que tous les enfants de Laval devraient pouvoir l'avoir. Parce que c'est une activité, en plus, qui mobilise beaucoup de bénévolat. Donc, c'est l'adage qui dit ça prend un village pour élever un enfant. Ouais. Alors, c'est des citoyens, des Lavallois qui finalement mobilisent pour aider leurs enfants à grandir, puis les accompagner. Puis, ça fait une belle relation intergénérationnelle aussi. Parce que certains bénévoles, évidemment, sont plus âgés, pas tous. On a des jeunes et on a de tous les âges. Puis, vous avez un site Internet? On a un site Internet, oui, www.maisondesenfants.qc.ca. Vous avez toutes les informations. Notre site est vraiment très complet. Vous pouvez appeler au 978-2664, dans le 450, bien sûr, et notre équipe va être vraiment contente de vous donner tous les renseignements pour le bénévolat, parce qu'il y a d'autres types de bénévolat aussi. Bien, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci. Saviez-vous qu'il existe la Journée nationale du travail invisible? Pour nous parler de sa 16e édition qui aura lieu le 5 avril prochain, nous avons le plaisir de recevoir en studio non seulement la présidente de l'Association féminine d'éducation et d'action sociale de Laval, Mariette Gilbert, mais également sa présidente d'honneur, Micheline Côté. Mesdames, merci. Vous matchez, hein? Donc on voit que vous avez la cause à cœur. On va d'abord parler de l'AFEAS, parce que c'est ainsi qu'on l'appelle, donc son acronyme. J'ai l'impression que ça fait des années que ça existe. Est-ce que je me trompe? Oui, ça existe depuis 1966 et c'est présent partout à travers la province. On a autour de 275 groupes, près de 10 000 membres à travers la province. À Laval, ça fait une trentaine d'années que ça existe, mais moi, je n'habitais pas à Laval. Alors là, je n'ai pas la date de création pour la FEAS de Laval. Je pense que c'est quoi, des années 2000, en tout cas, il me semble que c'est dans ce coin-là. Mais on a repris vraiment le flambeau de façon très active depuis 2009. Micheline, vous êtes la présidente d'honneur de cette Journée du travail invisible. Pourquoi avez-vous accepté, justement, cette présidence d'honneur? Parce que moi, je suis directrice de la CEF de l'EGJ, Association coopérative d'économie familiale. Donc, nous, on travaille au niveau de l'éducation financière et on reçoit aussi les gens en consultation budgétaire, les gens qui ont des problèmes avec leur budget. Puis, c'est sûr que nous, ça nous rejoignait parce qu'on rencontre des gens qui travaillent, qui font du travail invisible, entre autres des proches aidants. Donc, c'est pour ça que j'ai accepté. Donc, c'est une association normale, oui. Légitime. Oui. Justement, parlons du travail invisible. Vous en avez parlé un peu, entre autres des gens qui travaillent auprès des personnes malades. C'est ça, le travail invisible? Le travail invisible, c'est tout le rôle parental et le rôle de proche aidant. Alors, c'est un travail qui est essentiel et que si les personnes qui le font, les parents ou les proches aidants, ne sont pas là pour le faire, il va falloir que quelqu'un d'autre le fasse et que cette personne-là va devoir être rémunérée pour le faire. Donc, on dit que c'est un travail invisible parce qu'il est essentiel, mais il n'a aucune reconnaissance monétaire, il n'y a pas de mesures sociales pour supporter les personnes qui le font, c'est-à-dire il n'y a pas de CSST, d'assurance chômage. C'est vrai, aucun filet. En fait. Aucun filet social pour les gens qui font ce travail-là. Au fil des années, on a quand même gagné certaines mesures
Entre autres, on a eu le congé parental, qui est une façon de reconnaître l'importance de ce rôle-là. On a les services de garde, mais en même temps, on se rend compte que ce qui a été mis en place est jamais acquis pour la vie. On voit qu'il y a toujours des modifications, il y a toujours des risques de perte. Et dans le cas des proches aidants, les mesures sont vraiment très limitées. C'est quelques crédits d'impôt, pas forcément faciles à avoir. Et au niveau de l'assurance emploi, les conditions pour y avoir accès sont tellement précises et particulières qu'il y a très peu de gens qui peuvent s'en prévaloir. Alors, c'est tout ça qu'on regarde. Est-ce qu'on est capable de chiffrer ce que ça vaut, le travail invisible? C'est des millions de dollars, mais on n'a pas de chiffres précis récents parce que Statistique Canada avait cessé de faire des évaluations, là. Mais là, le recensement long devrait revenir, donc on va sans doute avoir plus de précision pour ce qui est effectué. Au niveau économique, c'est surtout, nous, ce qu'on voit, c'est les conséquences économiques, particulièrement pour les femmes, parce que c'est encore Ce sont souvent les femmes. Plus les femmes qui le font. Et les conséquences économiques des choix qu'elles font, c'est que ça affecte toutes les étapes de leur vie. Parce que si tu travailles moins ou que tu fais du temps partiel au moment où tu as tes enfants ou quand tu es proche aidant, ça affecte tes revenus de retraite aussi parce que tu cotises moins. Alors, et habituellement, ce qu'on constate aussi pour les proches aidants, c'est que il y a des dépenses inhérentes aussi au fait de prendre soin d'une personne en perte d'autonomie qui font que ça devient plus lourd. Et c'est là que aussi les gens finissent par se retrouver à la CEF parce que les revenus n'augmentent pas et même parfois diminuent alors que les responsabilités augmentent. Justement, on parle d'appauvrissement des femmes en général, parce que ce sont elles qui ont la garde des enfants, qui s'en occupent de l'éducation, qui s'occupent probablement de parents malades ou même de proches aidants. Est-ce qu'il y a un appauvrissement de la condition féminine en termes économiques, selon vous, en ce moment? Ou, en ce moment, en général, en dehors des proches aidants? Oui, absolument. Mais c'est difficile à évaluer. J'en ai aucune idée. Vous ne savez pas, OK. Non. Mais c'est sûr que si on revient aux proches aidants, bien, quand on regarde le budget, nous, on rencontre des gens qui sont devenus proches aidants ou par nécessité. Puis c'est sûr que, dans le fond, c'est comme une spirale d'endettement aussi. Parce que là, on parle qu'il y a moins de revenus. Bon, souvent, on essaie de garder le même niveau de vie. Fait que les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont travailler plus avec leur carte de crédit, ils vont aller en chercher plus, ils vont être sur leur marge de crédit. Puis, ou bien, donc, ils se fragilisent financièrement. Oui, beaucoup. Okay. Bon, justement, le 5 avril, c'est la Journée nationale du travail invisible et vous avez invité comme conférencier invité Jean-Martin Hossan, qui est un spécialiste du domaine de l'économie sociale. Oui, c'est ça. Et on l'a invité justement pour aborder l'aspect économique de l'importance de la base de la société. Alors, justement, tous les gens qui font du travail invisible et les gens qui sont dans l'économie sociale, l'importance que cette base-là soit en bonne santé pour que tout le reste de la société fonctionne bien. Idéalement, vous voudriez quoi comme reconnaissance au niveau du travail invisible de la part des instances gouvernementales? Des mesures réelles, soutenues, qui permettent aux gens d'avoir des meilleures conditions pour les gens qui veulent être sur le marché du travail et pour les autres qui choisissent d'être à la maison, entre autres dans des proches aidants. On a des proches aidants qui se retrouvent à l'aide sociale alors que prendre soin d'une personne en perte d'autonomie ou d'un enfant handicapé, c'est essentiel de le faire. Alors, on voudrait des mesures de reconnaissance qui valorisent les personnes, puis qui permettent une meilleure équité au niveau... 7-2, 7-9, 7-6 pour oui, c'est ça, entre autres. Il y a peut-être même avoir des informations sur, sur la condition du travail invisible. Je vous remercie infiniment de votre visite en studio. Merci. Et bon succès. Merci.
situé au 1450 boulevard Pie-10 à Laval. La date limite pour se procurer les billets, c'est le 29 mars. J'ai le numéro de téléphone, voulez-vous que je le mentionne? Oui, oui. Oui. OK, 514-388-2089. Donc, 514-388-2089 ou 450-972-7976 pour se procurer les billets. Peut-être même avoir des informations sur, sur la condition du travail invisible. Je vous remercie infiniment de votre visite en studio. Merci Et beaucoup. bon succès. Merci. À chaque semaine, notre élégante chroniqueuse immobilier vient nous éclairer un peu sur le monde assez complexe du monde de l'immobilier. Cette semaine, on parle des renouvellements de bail. Est-ce que c'est des renouvellements de bail vus du locataire ou du propriétaire, Cassandra? On va parler du renouvellement de bail du locataire. Donc, vu c'est la période de renouvellement, les Là, on devrait avoir reçu les avis d'augmentation, si augmentation il y a. Il y en a qui peuvent l'avoir déjà reçu. Si à recevoir, le propriétaire devrait l'avoir envoyé d'ici le 31 mars. Donc, à la suite de ça, les locataires ils pourront décider ou non s'ils demeurent dans... Est-ce qu'on peut contester une augmentation? On peut dire à son propriétaire, écoutez, 3 c'est peut-être un peu trop pour moi, j'aimerais un demi% ou 1,5%. Est-ce que ça se fait, ça? Oui. Oui. C'est un peu délicat, c'est un peu problématique parce que les locataires, ils ont le droit de refuser l'augmentation. À ce moment-là, ça emmène le propriétaire à se diriger vers le registre du logement, la régie du logement, et pour effectuer une demande, une fixation de loyer. Ce qui veut dire qu'il devra modifier le montant de l'augmentation sous l'approbation du juge. Donc, le juge il va observer les dépenses qui auraient été effectuées durant l'année S'il y a courante. eu des améliorations locatives. Exactement. Il y a l'indice du coût de la vie, j'imagine, qui vient en ligne Également aussi. Puis, le juge, il va jumeler tout ça, puis il rendra son jugement si, oui ou non, les dépenses sont justifiées. Alors, parfait, ils vont augmenter, ils pourront procéder à l'augmentation. Mais il ne faut pas oublier que, toutefois, par exemple, que l'augmentation est due pour le 1er juillet 2016, exemple, mais le jugement est rendu en décembre 2016. Donc, ça va être rétroactif, j'imagine, à ce moment-là. Exactement. La portion augmentation, par exemple, on va dire 50 $ par mois, mais durant les 6 mois rétroactifs, alors là... Ça va s'ajouter. Ça va s'accumuler, donc le locataire devra débourser de manière rétroactive l'augmentation du loyer. Donc, il faut bien réfléchir. En faisant tes recherches, disons que quelqu'un n'a pas fait d'amélioration locative, mais qui veut simplement se coller sur le coût de la vie. On parle d'une augmentation moyenne de quoi des prochains logements à partir du mois de juillet? Est-ce qu'on a un chiffre à peu près? Là? OK, parce qu'ici au Québec, là, les contrats sont très ouverts, libres. Il n'y a pas de taux fixe. Okay. Mais sur le site du registre du logement, encore une fois, on peut retrouver une grille de calcul qui peut permettre aux propriétaires d'évaluer leur augmentation. Ça pourrait les aider. Okay. S'il n'y a pas eu de travaux majeurs ou de plomberie ou des trucs comme ça, alors à ce moment-là, oui, il y a un taux, dépendamment du cas par cas, du cas secteur, et tout ça, la valeur de la propriété et tout. Il y a plusieurs détails, critères à tenir en compte que les propriétaires peuvent retrouver sur le site de la Régie du logement. Donc, une fois qu'on sait l'augmentation qui nous a été fixée par notre propriétaire, on l'accepte ou on ne l'accepte pas. Si on ne l'accepte pas, on déménage. Ou on peut la contester. Oui. Oui, le déménagement, c'est jamais idéal. Non, c'est jamais idéal. Mais ça peut être salutaire aussi. Hein? Je veux dire, ça dépend dans quel contexte on vit. Est-ce qu'il y a autant de protection pour le locataire que le locateur à ce moment-là, que le propriétaire? Au niveau du bail, est-ce que c'est bien divisé, tout ça, les protections? Bien, au niveau des protections, bien protégées, je peux pas dire, mais c'est sûr que le propriétaire il a le devoir de bien vérifier les références et l'historique antérieur du candidat futur qui voudra prendre les lieux du logement. Donc, le propriétaire, comme protection, s'il considère qu'un locataire est peut-être
il n'y a pas assez d'historique, à ce moment-là, il peut demander une caution. Donc, Une caution, c'est, je pense, c'est quoi? C'est l'équivalent de combien de temps au niveau du loyer? C'est-tu un mois? C'est-tu plus? en fait, quand que je parle de caution, c'est quelqu'un qui pourrait signer. Ah, OK, co-signé, donc, c'est ça. Un co-signataire, mais eux, ils appellent ça une caution. OK. Donc, c'est un autre formulaire qu'ils doivent ajouter, une annexe, qu'ils doivent ajouter Donc, au bail. un jeune qui s'en va en appartement, qui n'a jamais eu d'appartement, à ce moment-là, Exactement. le propriétaire peut demander d'avoir quelqu'un qui donne une caution, justement, au cas où cette personne ne répond pas à ses obligations. Effectivement. OK. Ça demande quoi un propriétaire, un locataire? C'est quoi la limite des choses qu'on devrait accepter de fournir comme information? OK. Tout d'abord, il est bien important que le propriétaire fasse une demande, une enquête de crédit sur le locataire. Ceci, ça lui permettra de prendre une décision beaucoup plus approfondie. Et moi, en tant que locataire, je donne quoi? Mon numéro d'assurance sociale? Non. Non? Vous pouvez le montrer. OK. Vous pouvez montrer votre permis de conduire afin de vous identifier. Mais le propriétaire ne peut pas prendre en note votre numéro de permis de ça, conduire. je savais pas. Non, OK, il peut identifier, il doit seulement conserver ou observer votre permis de conduire afin de vous identifier l'adresse, si elle est bien la bonne si c'est bien la bonne adresse. Donc, que il vous peut avez faire une mentionnée. photocopie du permis de conduire, puis ensuite, lui, il fera ses recherches, c'est ça, exactement? En fait, pour faire l'enquête, il faut seulement date d'anniversaire, OK. adresse actuelle, adresse antérieure. Et c'est tout. L'employeur, peut-être? L'employeur, les références des employeurs et les références quelconques. Si vous avez eu l'ancien propriétaire, c'est bien important. Puis s'il vous plaît, un propriétaire, aidez-vous. Oui. Parce que c'est un logement et c'est un investissement pour le propriétaire. Donc souvent, on entend des belles histoires comme quoi que c'est pas le propriétaire, c'est l'ami qui a parlé. Donc il faut bien faire attention de voir que qu'est-ce que le candidat vous a mentionné corrobore avec ce que le propriétaire peut avoir dit. Donc, c'est de bien faire ses recherches. OK. Et une fois qu'on sait tout ça, peut-être qu'on veut faire des recherches supplémentaires. À ce moment-là, on peut aller sur RDL, donc Régie du logement, donc rdl.gouv.qc.ca. Et si jamais vous avez des questions, vous pouvez aller directement sur le courriel de Cassandra, cassandra.prinville@tvrl.ca. Est-ce qu'il y a des remerciements comme à chaque fois? Oui, M. Miron de la Régie du logement. Merci beaucoup. Merci, M. Miron. Merci, Cassandra. À la semaine prochaine? Ah oui, à la semaine prochaine. OK, parfait. À la semaine prochaine. Merci. Au revoir. On reçoit notre pharmacienne, Joliane Béguin, qui nous parle d'hypertension aujourd'hui. Oui, Comment bonjour. ça va? Ça va très bien, merci. Bon, c'est quoi, en gros, l'hypertension? En fait, l'hypertension, c'est la mesure de la pression artérielle au niveau des vaisseaux. Puis, donc, ça, c'est la pression artérielle. Et on parle d'hypertension quand on va avoir une pression qui va être élevée de façon constante. OK. Donc, ça touche beaucoup de gens. Ouais, c'est L'hypertension ça. artérielle, c'est vraiment un problème très, très, très répandu. On parle au Québec, chez les personnes de 65 ans et plus, on parle d'une personne sur deux quand même qui peut être atteinte. Non, c'est Donc, vraiment c'est beaucoup. énorme. Donc, c'est très, très important d'en être conscient d'abord pour pouvoir le prévenir, Oui. idéalement. Puis, si on n'arrive pas à le prévenir, au moins de savoir quand le traiter. Est-ce qu'il y a des gens en bas de 65 ans, par exemple, qui ont ce genre de problème-là? Tout à fait. Oui. Tout à fait. Donc, sur la population en général, au Québec, on parle d'une personne sur 5. Donc, c'est quand même Wow. beaucoup. C'est sûr qu'à mesure que l'âge avance, on est sûr. plus à risque. Puis, bon, comment on fait pour détecter ce problème-là d'hypertension? Oui. En fait, les signes, symptômes là, de l'hypertension sont très difficiles à détecter. Ce qu'on va demander aux gens, c'est justement de prendre une mesure pour savoir, parce que c'est vraiment la seule façon d'en être certain. On appelle l'hypertension artérielle parfois le tueur silencieux, donc OK. c'est un terme qui en dit long. Est-ce que c'est ça, parce qu'il n'y a pas de symptômes? Exactement. Donc, c'est très, très sournois. Donc, c'est pour ça qu'on va recommander aux gens, sur une base régulière, surtout si vous avez certains facteurs de risque, de prendre votre pression à l'aide d'un appareil. OK, puis ça, on peut pas vraiment s'en procurer un à la maison, on peut-tu? Oui, on peut se Ouais. procurer un appareil de pression à la maison. D'ailleurs, c'est recommandé, comme je disais, pour les gens, là, déjà si vous en êtes atteint ou s'il y a des facteurs de risque au niveau de l'hérédité, par exemple. OK. Donc, on va s'en procurer un. Par contre, par exemple, vous pouvez en acheter un à la pharmacie. Ce qui est important, par contre, c'est de s'assurer qu'il va respecter les normes canadiennes et qu'on va prendre sa pression de façon correcte. OK. Donc, il y a plusieurs marches à suivre. C'est sûr.
Donc, d'abord, on va s'assurer que le brassard, donc c'est la partie qu'on attache sur notre bras. C'est ça quand on va au médecin ou quoi que ce soit, Oui. même à la pharmacie, on met son Oui, son certains bras. appareils, on peut le mettre dans un brassard qui va s'ajuster à la pharmacie. OK, c'est ça. À la maison, il faut s'assurer qu'on va acheter, nous, la bonne grandeur de brassard. Donc, c'est important de mesurer votre bras et de vous assurer d'avoir la bonne grandeur parce que si vous avez un brassard qui est, par exemple, trop petit, vous risquez d'avoir des valeurs de pression qui vont être anormalement élevées. OK. Donc, c'est déjà, ça fait partie du choix de l'appareil qui est important. OK. Donc, il faut aussi savoir que quand on va prendre notre pression, la pression qu'on va prendre à la maison, c'est une pression qui est au repos. Donc, il faut s'asseoir idéalement 5 minutes, ne rien faire, Ouais, parce rester que calme. ça doit changer quelque chose si... Je sais pas si ça change quelque chose si on est le moindrement stressé Oui. ou j'imagine que ça doit changer un petit peu les Oui, chiffres. définitivement. Ça change les chiffres, le stress et l'activité physique aussi. Donc, c'est certain que si on arrive de faire de l'exercice ou qu'on a eu une journée très, très mouvementée, ça va changer la valeur. Donc, on demande de ne pas avoir fait de l'exercice pendant au moins 30 minutes OK. avant de prendre la pression. On s'assoit, on doit être assis confortablement, droit, le dos appuyé. OK? OK. On va mettre le bras à la hauteur du cœur environ. Donc, le bras doit être appuyé sur une surface. Et puis, voilà, il ne faut pas parler pendant la prise de pression non plus. Il ne faut pas non plus bouger. Il faut garder C'est les quand même pieds bien sévère, à terre. hein? Oui. Mais Pas c'est correct. pas de café non plus dans la demi-heure minimum. OK. Cigarette non plus. Donc, parce qu'on mesure c'est comme si on prenait une photo à un moment précis de la journée. Donc, on veut s'assurer que ça soit quand C'est même clair. assez représentatif. Mais c'est sûr que pour les gens Ouais. qui vont avoir un suivi plus serré, on va demander de prendre la pression souvent dans la journée. Puis du moment où on sait qu'on a un problème d'hypertension, comment ça se règle? Il y a des médicaments, j'imagine? Il y a des marches à suivre Ouais. pour régler ce problème-là parce que ça se règle. Ça se traite, ça s'améliore? se contrôle. Oui, ça se contrôle, OK. Mais bon, d'abord, il y a de la prévention. Donc, c'est sûr qu'être une personne active, donc faire de l'exercice physique, surveiller son alimentation aussi, c'est toujours la base au niveau de la prévention. Ouais. Ça revient toujours, ces C'est deux-là. pour tout, ça, ouais. Exactement. Donc, bon, parfois, certaines personnes aussi, c'est possible qu'une perte de poids puisse ajuster le problème. C'est clair. Sinon, bien oui, en effet, il va falloir prendre des médicaments qui vont devoir être pris vraiment tous les jours sur une base régulière. Puis est-ce qu'il peut arriver des complications avec Oui. tous ces médicaments-là ou ces mesures? Avec les médicaments, il peut y avoir des effets secondaires comme tous les médicaments. Donc, c'est important d'avoir un bon suivi avec votre professionnel de la santé. Au niveau de l'hypertension, c'est sûr qu'il y a des complications qui peuvent être très graves, qui peuvent, des complications au niveau cardiaque. On parle souvent d'insuffisance cardiaque. On peut parler aussi d'infarctus. Donc, c'est des mots qui font peur parce que c'est des mots qui peuvent amener des complications oui. très, très sévères. Là. Moi, ça me fait peur. Oui, exactement. Donc, ça, c'est important de ne pas le négliger. On peut avoir aussi des complications au niveau rénal. On parle d'insuffisance rénale. Donc, c'est des problèmes qui peuvent vraiment affecter énormément la vie des gens. Là. Faites attention à la maison. Exactement. Merci beaucoup. Ça fait Juliane. plaisir. L'Opéra Bouffe du Québec a son siège social à Laval depuis près de 40 ans. Pour nous parler de cette compagnie de production unique, nous avons le plaisir de recevoir le directeur artistique et musical, de même que la présidente de l'Opéra Bouffe du Québec. Il s'agit entre autres de Simon Fournier, Suzanne Morcel. Bienvenue à Laval et compagnie. Bonjour. Je ne savais pas que l'Opéra Bouffe est installé à Laval depuis si longtemps. Je découvre ça. Pourquoi justement territoire de Laval? On vous l'a expliqué? Bien, c'est parti d'une bande de chanteurs, des choristes, qui ont appelé ça à ce moment-là les voisins de Saint-Martin. Alors, c'était des voisins. Et puis, ils se sont mis à faire du chant choral ensemble. C'est un petit peu plus tard que c'est devenu qu'ils se sont spécialisés en opérette. Parce que les chanteurs et chanteuses de l'Opéra Bouffe du Québec, c'est un peu comme les Gaulois dans Astérix, ce sont des irréductibles. Ils sont là et tiennent le fort depuis bien des années sur ce type musical-là, n'est-ce pas? Oui, qui n'est pas peut-être l'art le plus couru, disons. Parce qu'on parle d'opérette à ce moment-là. Oui, de l'opérette. Déjà, l'opéra, ça peut paraître un peu élitiste. Mais là, l'opérette, c'est encore moins connu, mais nous, on y croit beaucoup à l'opérette. Justement, Suzanne, pouvez-vous me faire la différence entre l'opéra et l'opérette? Bien, en fait, je vous dirais que l'opérette, c'est peut-être un peu plus joyeux. On parle d'histoire amoureuse, de triangle amoureux. C'est vivant, c'est du théâtre musical avec du chant lyrique. Donc, c'est un peu comme le théâtre d'été et le théâtre conventionnel. Oui, on peut Ouais, voir plus ça un léger, peu comme ça, c'est plus léger. C'est la petite sœur de l'opéra. Hein. C'est
Donc, c'est un petit peu plus léger à cause de ça, mais nous, on ne prend pas ça à la légère. Non, c'est ça. D'ailleurs, vous avez de grosses productions, Simon. Oui, là, je peux voir, hein? Oui, c'est un grand déploiement. C'est une trentaine de choristes, une dizaine de solistes, des musiciens dans une fosse d'orchestre, une quinzaine de musiciens. Alors, ça fait des gros spectacles avec costumes, décors, tout le tralala. Et vous avez à chaque année une production? Oui, on a notre grande production à chaque année qui est habituellement au mois de novembre, là, à l'automne, à la Maison des Arts de Laval. Et on fait aussi, depuis quelques années, on va faire notre 3e édition du Gala lyrique de Laval, où, à ce moment-là, c'est un feu roulant d'air, non seulement d'opérette, mais aussi d'opéra. Non, un best-of. Oui, ce qu'on appelle des crowd pleasers. OK, exactement. Des noms d'opérettes, parce qu'on en connaît tous. La Veuve Joyeuse, La Belle Hélène, La Vie parisienne, Véronique, qu'on va présenter à l'automne, mon Dieu, Orphée aux Enfers, continue, Simon. Le grand maître de l'opérette, là, parce que c'est le répertoire français là, qui nous vient de France, c'est Jacques Offenbach. Alors lui, il y en a une centaine d'opérettes presque décrites. Et puis, donc c'est ça, les titres qu'elle a dit sont quand même il y a de la musique là-dedans que tout le monde connaît, mais ils ne savent pas. C'est ça, exactement. Parce que les gens n'ont pas l'occasion d'aller voir de l'opérette. Mais quand ils viennent à nos spectacles, à un moment donné, ils se rendent compte, ben, mon Dieu, je connais la moitié des chansons de cette opérette-là. La Belle de Cadix, entre autres, j'ai vu. Oui, ça, c'est Francis Lopez. C'est ça, exactement. Le public visé, c'est lequel, Suzanne? C'est le grand public. Le même public que Tintin. OK. Donc, de 7 à 77 ans. Exactement. Parce que comme c'est pas tragédien, c'est un peu plus léger, ça touche à peu près tout le monde. En fait, je vous dirais même que dans les dernières années, surtout depuis l'arrivée de Simon, les adaptations qu'on fait de nos opérettes rejoignent encore plus le grand public. On a même parmi nos choristes maintenant des jeunes filles de 14-15 ans, des jeunes de 16 ans qui joignent à nous. On trouve ça merveilleux parce qu'ils découvrent un art. Il y a une relève, Moi, puis ils découvrent un art. J'ai des enfants en bas âge qui viennent au spectacle et puis après ça, pendant des mois, me chantent toutes les chansons du spectacle. Alors, de garder leur attention. Là, parce que la bonne musique, ça reste intemporel, de toute façon. Il y a ça aussi. Oui. Puis moi, je compte beaucoup sur le fait de raconter une histoire. Pour moi, c'est la chose la plus importante. La musique, c'est un des médiums utilisés dans ce spectacle-là, qui est l'opérette. Mais il y a aussi le jeu qui est ô combien important. Si on passe à côté du jeu, à côté de raconter une histoire, on n'a pas réussi notre coup. D'ailleurs, Jacques Offenbach, je lisais sur lui, puis les commentaires qu'il envoyait à ses librettistes, il renvoyait les librettistes à leur table à dessin parce que c'était pas à son goût. Il dit dramatiquement, on n'arrive pas là. On n'arrive pas au deuxième acte et ça devrait déclencher quelque chose, ça se passe pas. Alors, c'était lui, l'homme de théâtre, qui s'assurait qu'on raconte une histoire. Alors moi, c'est ce que j'aime faire aussi. Depuis 15 ans cette année, Simon. Oui. Avez-vous fait le tour du répertoire ou il y en a tellement d'autres à découvrir? Non, on n'a pas fait le tour. Quoique c'est pas si évident que ça. Il y a des choses qui ont moins bien vieilli. On les laisse de côté, les choses vieillottes, là. Mais aussi, on a comme un projet, là... ça serait bien d'avoir de l'opérette québécoise aussi à un moment donné. Alors, donc un appel à tous. Oui, bien là, on a une équipe qui travaille là-dessus. C'est un projet peut-être à moyen terme, mais ça serait bien, là. Puis vous avez parlé de relève et vous faites à chaque année donc des auditions, des gens de Laval qui peuvent justement... En fait, il y a de la relève, c'est ça. On a des auditions, c'est assez simple quand même. Tout ce qu'on veut, c'est des gens qui ont le goût de chanter, qui chantent dans le bon ton, évidemment, bien sûr. qui ont le goût aussi de jouer, qui ont le goût de se dépasser, qui ont le goût d'un projet commun. Si je pense juste à mon arrivée à l'Opéra Bouffe du Québec il y a 14-15 ans, je suis infirmière de mon vrai métier, c'est d'être infirmière aux soins intensifs, principalement de ces temps-ci aux soins intermédiaires. Et puis, à l'époque, il y avait des malades chez nous, il y avait des malades à l'hôpital. On a besoin de quelque chose dans notre vie. Aller ventiler un peu. Aller ventiler. Parce qu'on ne l'a pas mentionné, mais vous êtes choriste aussi. Oui, moi je suis choriste. Puis l'Opéra Bouffe du Québec, essentiellement, c'est une compagnie qui est formée de choristes. On est les administrateurs, on fait les costumes, on fait les décors. Et on s'entoure d'une équipe de professionnels dont fait partie Simon Fournier. On a nos professionnels aussi à la mise en scène. Et ça fait partie... Scénographie, tout ce qui est artistique. Donc, c'est un projet, entier, parce que tout le monde met l'épaule à la roue à ce moment-là. Puis, la beauté peut-être de notre organisme, c'est que on part tout le monde vers un projet commun, que ce soit de la recherche de commanditaires, la confection des costumes et des décors. Et puis, on arrive en novembre avec notre grande production, puis c'est une belle réalisation.
Puis ça nous permet aussi d'être en contact avec des professionnels et puis de grandir dans cet univers-là qui n'est pas nécessairement notre univers au quotidien. Alors, parlons du troisième gala lyrique de Laval qui aura lieu le 12 juin à la Maison des Arts de Laval. On l'a dit, c'est un best-of, donc plus les grands airs. Et comme production cet automne d'André Messager, on va présenter l'opérette Véronique. Alors, le troisième gala lyrique, c'est dimanche 12 juin à 15h à la Maison des Arts de Laval. 514-903-1980, donc 514-903-1980 pour vous procurer des billets. Puis pour ce qui est de la production d'automne, les billets seront éventuellement annoncés avec les dates. Vous verrez, me demandiez la différence avec l'opéra. À l'opéra, la soprano, elle meurt pendant 20 minutes à la fin. Tandis qu'à l'automne, vous allez voir, elle est morte de rire. Alors, c'est rapide, mais merveilleux. En fait, je pourrais vous dire une chose. Roger Léger, qui a fait partie d'une production de l'Auberge du Cheval Blanc avec nous, nous avait dit un jour, vous savez, il dit l'opérette, c'est du bonheur. Puis c'est ça qui ressort des visages des gens de nos productions quand ils disent en sorte, on a passé un très bon moment. Alors, allez passer ce bon moment avec l'Opéra Bouffe du Québec, une production bien lavalloise. Merci Suzanne, merci Simon. Bonne 15e saison pour vous. Merci beaucoup. On le sait à quel point c'est difficile d'arrêter de fumer. Puis là, Jean-Philippe, tu viens de parler de quelques trucs pour arrêter de fumer. Comment ça va? Ça va super bien, toi aussi? Ça va bien, merci. Ce qui est drôle, c'est que ni toi ni moi fumons. Exactement. Mais je me dis que ça peut probablement aider bien des gens. Par contre, on parle de technologie ici, il faut quand même faire preuve de motivation et de détermination. Sinon, ça ne fonctionnera pas parce que ça reste des gadgets en soi et des applications. Le premier truc dont je veux te parler, c'est un briquet. Ça s'appelle le Quitbit. Au prix qu'il vaut, ça équivaut à plusieurs briquets. Et c'est pour soit t'aider à arrêter de fumer ou du moins à diminuer ta consommation. Donc, si ça fonctionne pour ça, c'est déjà ça, selon moi. Et puis, j'adore le slogan. Ça dit « Ce briquet sera peut-être le dernier dont vous aurez besoin. » C'est bon! C'est pas pire, hein? C'est assez vendeur, je trouve. C'est comme encourageant. Voilà. Et je te parle de celui-là parce que non seulement il va permettre de dire aux fumeurs combien de cigarettes tu fumes par jour, mais à quel moment tu le fais le plus souvent. Et également le temps qui s'écoule entre chaque allumage de ton fameux briquet pour te permettre d'avoir le plus de données possible pour après ça te fixer un objectif et d'être conscient que tu fumes peut-être plus que tu pensais. La nicotine consommée, c'est peut-être... À place de dire, là, j'ai fumé, j'ai juste eu une demi-heure entre mes deux cigarettes, je vais essayer de peut-être attendre une heure ou 2 heures. Juste ça, ça fait une base au début. Donc, je trouve ça bien intéressant. Et puis, donc, ça va nous dresser le portrait global de la consommation. Et puis, là, après, on peut le programmer pour qu'il puisse être disponible ou qu'on puisse s'en servir à un certain moment de la journée ou le nombre de fois précisément dans la journée. Alors, si tu dis 5 fois, mais tu ne pourras pas dépasser ça. Et si tu décides que... C'est bon, ça. Moi, je trouve ça bien. Ou sinon, le soir, si tu décides que toi, c'est juste le soir que tu peux te permettre d'en fumer une, il va juste fonctionner le soir. Par contre, je trouve que tu vas peut-être avoir bien hâte à la soirée. Là, ça risque d'être long, le processus. Ou tu vas peut-être aller chercher un briquet ordinaire. Mais c'est ça qu'il faut pas. C'est ça qu'il faut pas. À partir du moment que tu déroges, l'utilité ne sera plus là. Puis quand je te parlais de motivation au départ, on s'entend que tu peux le reprogrammer. Alors, si finalement, tu as écoulé tes 5 fois, puis là, tu n'es plus capable, tu peux changer la donne et le faire fonctionner. Mais comme tu dis, en plus, au prix où il coûte, ce serait le fun que ça soit un petit peu rentable. Voilà. Et en tout cas, on s'est assuré qu'on ne puisse pas le perdre parce qu'il fonctionne également via Bluetooth avec donc l'application et le téléphone cellulaire. Ça fonctionne autant avec un Apple qu'avec un Android. Et puis, il va y avoir des notifications envoyées à ton téléphone cellulaire si le briquet commence à s'éloigner trop de ton cellulaire. Fait que c'est vraiment pour pas que tu le perdes. Non, mais... Les fumeurs perdent toujours leur briquet. On s'est organisé pour que ça n'arrive pas avec celui-ci. Et aussi, si on veut le prêter à des gens qui fument alentour de nous, si on l'allume à plusieurs reprises dans un court laps de temps, ça ne va pas compromettre les données. Donc, les statistiques seront les mêmes pour toi. On va comprendre que si tu l'allumes dans même 5 minutes, à peu près 10 fois, on se rend compte parce que c'est peut-être pour les 9 autres fumeurs aussi. Exactement. Ça comptera pour une fois. Ou sinon, de toute façon, tu peux rater ton coup également, là, parce qu'on ne parle pas d'une flamme ici. OK, c'est ça. C'est comparable à un allume-cigarette, en fait. Donc, c'est sans flamme. Oui, c'est vraiment ça. Puis,
puis, il est assez gros aussi. C'est digital sur le dessus du Quickbit. En tout cas, ça va faire jaser les gens avec qui vous vous tenez quand vous allez vous en Quand tu servir. sors ça de ta poche, là. Hé, OK. 129 US pour se le procurer, par exemple. US. US aussi. Donc, tu sais, c'est ça. Il faut vraiment être motivé. Ouais. Mais quand on est déterminé, tous les moyens sont bons. Celui-là pourrait peut-être être celui dont tu avais besoin, finalement. Puis là, bon, on parle de, bon, là, on a le fameux briquet. Ouais. Tu veux me parler d'une application aussi? Une application qui se veut un peu le même principe, mais là, c'est différent parce qu'on parle d'application, donc il n'y a pas de gadget. Oui, c'est vrai, il y a la pile également qui va avec le Smoke Watchers. Smoke Watchers. Pourquoi j'aime Watchers? ça. Parce que c'est les gens qui vont te surveiller, entre guillemets. C'est OK. eux, les Watchers. Tu vas avoir besoin, en fait, de ton entourage, de tes amis, ou la personne, là, celle qui t'agace le plus, tu devrais arrêter de fumer, c'est pas bon pour toi. Ouais. C'est celui-là que tu as besoin pour, OK. pour te suivre, parce qu'avec l'application qu'il pourra avoir également, si jamais tu as une rechute ou tu as besoin de motivation, lui va être là pour t'écrire ou te dire « lâche pas, et puis touche pas à ta cigarette ». Tu sais, c'est vraiment comprends. ton entourage là, qui va t'aider à ça. Ou sinon, tu as également la possibilité avec Smoke Watchers d'avoir des coachs virtuels. Tu Ah, as c'est trois bien drôle. catégories. Tu as un relax médical et coriace. Le coriace risque de te taper sur les nerfs, Ouais. mais ça pourrait fonctionner avec, Exact. avec celui-là. Donc, et puis, il y a la pile aussi, Smoke Watchers. Je connais un peu moins ça, comme je ne suis pas un fumeur, là, mais tout ça pour Ouais. dire que chaque bouffée inhalée, ben, ça sera acheminé à l'application. Et puis, on va être en mesure de calculer exactement la quantité totale que l'on ouais. consomme à chaque jour. Et donc, on dit que la pile est compatible avec tous les types d'atomiseurs. Et puis, smoke-watchers.com, c'est l'adresse Internet pour se On le pense-tu commander. que c'est mieux, soit le briquet ou l'application, que la cigarette électronique? Tu sais, on dirait qu'on fait comme... C'est dur à Ben, surtout dire. nous, C'est dur je à sais dire. pas, mais... Essayez une des deux. Peut-être, bon, on parle de 129 pour le briquet. Si vous pensez que juste avec Smoke Watchers, ça pourrait fonctionner. C'est les 100 premiers. Et ça sera moins coûteux. C'est Essayez vrai. celui-là, puis après ça, vous irez avec l'autre. Mais on s'entend que si ces deux-là existent, il y en a probablement un paquet d'autres applications clair. dans le même genre. Donc, il s'agit de trouver ce qui fonctionne pour nous, dans le fond. À partir de ce moment-là, ça va J'espère au fonctionner. moins que ça va aider quelques fumeurs. en C'était nous mon écoutant. objectif. Vraiment, on l'espère. Puis c'est pas bon la cigarette, c'est pas bon, ça C'est a mal. des problèmes, mais C'est- on comprend aussi Ben- que, bon, ça peut être une habitude, puis c'est une habitude comme une autre. Mais les gens sont de plus en plus conscients. Et Oui, dans ils le nos sont. entourages, ceux qui fument de moins en moins. C'est C'est quand vrai. même délaissé de plus en plus. C'est Donc, vrai. c'est juste des bonnes choses qui vont encore nous aider davantage. Bien, merci beaucoup, Jean-Philippe. Ça fait plaisir. Hey, tu sais qu'on peut me suivre à la radio au pire, hein? On peut te suivre à C'est quoi? Hein? Exactement, la fin de semaine, le samedi, dimanche matin de 6h à 9h. Je parle de technologie, mais de bien d'autres affaires aussi. Écoutez-le parce qu'il est vraiment bon. Ah, merci t'es fine, beaucoup, merci. Jean-Philippe. Salut. Mon nom est Jean-Jacques Lapierre et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un invité assez spécial. Vous allez voir ça, qui a beaucoup de talent. Monsieur Catania, ça fait plaisir. Salvatore Catania. Exactement. Oui. Monsieur Catania, vous êtes restaurateur, artiste, vous travaillez beaucoup de choses. Parlez-moi un petit peu de votre cheminement. Vous êtes né en Italie, je crois. Oui, effectivement. Je suis né en Italie en 1959. En 59? Oui, oui, oui. Ah, ça encore passe tout vite, jeune. ça passe vite. Merci. Rien, mais je suis un immigrant au Canada comme plusieurs. Et qu'est-ce qui arrive? Je me suis marié. Enfin, après, j'ai décidé de m'installer au Canada. Oui. Est-ce que vous êtes... je sais que vous demeurez dans le quartier du Vernet. Je vous connais depuis pas 25 ans que vous demeurez dans le quartier du Vernet. Est-ce que vous êtes toujours demeuré dans ce quartier-là? Oui, oui, effectivement, j'aime le quartier d'Auvernay. Je me suis habitué. C'est Les vraiment- gens du quartier du Vernet sont sympathiques. Oh oui, magnifique. Ah, j'y on a habite- des voisins. J'y habite depuis on a des voisins 1960. Monsieur Catania, vous êtes un artiste reconnu. Qu'est-ce qui vous a amené à faire de la peinture, du dessin? Mais écoutez, ça fait à peu près une quarantaine d'années. J'ai commencé en Italie, à l'époque j'avais 10 ans. Et je veux dire comme j'ai commencé par erreur, mais jamais le dessin. Quand j'ai commencé la peinture, j'avais 12 ans et à l'époque, mon oncle m'a laissé une boîte de couleurs à l'huile. Bon, pourquoi pas, hein? Je dis, bon, je vais essayer ces couleurs, qu'est-ce que ça donne sur le papier. Même pas la toile, imaginez. Mais sauf que j'ai ajouté l'eau. Mais ça ne mélangeait pas, il y avait quelque chose qui ne marchait pas. ça. Mais à ce moment-là, j'ai dit qu'il faudrait que je l'utilise comme ça, comme la pâte sorte du tube, ou sinon je dois demander à mon oncle comme il faisait.
Ah. Et alors, lui m'expliquait facilement, c'est de l'huile, pas de l'huile de cousin, pour cuisiner, c'est de l'huile de lin. Qu'il faut mélanger les couleurs. C'est bien. Maintenant, je sais que vous êtes très populaire, vous êtes bien reconnu. Vous faites beaucoup d'expositions dans des endroits très renommés. Par exemple, à la salle Léonard de Vinci. Oui, j'ai assez d'activités à Saint-Léonard parce que j'ai exposé à la Galerie Porte-Maurice 2 fois, exposé là. Et j'ai représenté les anciens sites du Québec, surtout le patrimoine historique de Québec, après celle d'Italie, qui est de l'Europe en général, c'est infini. J'ai exposé aussi au Centre Leonardo da Vinci. Oui. Et là, oui, c'était toute une exposition. Celle-là, là, je l'ai vue, elle est faite. Oui, c'est incroyable. Moi, j'étais surpris. Vraiment, c'était tout vendu, presque tout vendu mes toiles. Tout vendu, toutes vos toiles? À l'époque 2008, j'étais tellement moi-même surpris. Et des acheteurs m'ont dit de n'avoir un autre pareil. C'est tellement beau, j'ai dit non, pareil, non, quelque chose que ça peut rassembler. Je ne peux pas vendre 2 tableaux pareils. Ben non. Maintenant, vous faites, pour vendre autant de toiles, d'abord, ça prend de la qualité, mais ça prend des sujets aussi qui intéressent les gens. Quels sont les sujets que vous exploitez davantage? Mais vous savez, dans la communauté italienne, surtout, les gens aiment les souvenirs d'Italie. Ah, les beaux souvenirs. Les bons souvenirs sont les endroits où les gens sont grandis, qui après sont immigrés ici. Les vieilles maisons abandonnées, c'était ma première exposition. Oui. Et les maisons abandonnées sont des souvenirs parce qu'on voit la vieille porte, la vieille fenêtre, la dame assise, là. Et ça qui en a eu assez de succès, la première exposition, oui. Ah bon, fameux. Alors, vous faites aussi du style québécois quand même. J'ai vu que vous faites aussi de très belles choses. Aussi, vous êtes inspiré par l'histoire du Québec. D'abord, vous aimez l'histoire. Oui, en général, j'aime l'histoire. Et comme je dis, l'histoire, c'est la base pour commencer à peindre. Connaître l'histoire, connaître les artistes du passé, visiter les musées, s'informer. Parce que c'est comme un enrichissement pour notre activité. Et je suis toujours à la recherche des grands peintres, surtout de voir les galeries. Sont celles qui m'enrichissent beaucoup, les galeries, les musées aussi. Surtout. Alors, donc, vous faites également de la restauration. Ça, vous n'êtes pas restaurateur, là, ce n'est pas des pâtes que vous faites, ni des sandwichs, là. Vous faites de la restauration. Expliquez-nous ce que c'est que la restauration. La restauration, des fois, ça arrive avec le temps, des toiles un peu maganées, des toiles avec des couleurs qui sont décolorées avec le temps, déchirées même. Et ce que je fais, c'est un travail que je prépare la toile avant tout, en arrière, et puis j'applique de la nouvelle peinture, mais sans endommager l'ancienne peinture. Ça doit rester pareil comme à l'époque. OK. Vous faites aussi de la restauration d'articles, par exemple, quelqu'un brise un vase, quelque chose comme ça. Je pense que vous êtes habile Oui, bien sûr. Vous voyez comme c'est très manuel le travail que je fais. Et dans le manuel, je trouve que je peux composer n'importe quel pot qui est tout brisé, je peux le composer presque pareil, 100%. Monsieur Catania, vous êtes un artiste formidable. La colonie italienne peut être fière de vous autres. Puis ici, à Laval, on est fiers de vous avoir comme artiste. Alors, je vous remercie d'être venu nous voir. Et puis, les gens peuvent communiquer, voir sur Internet le travail que vous faites. Oui, naturellement. J'ai déjà une première page, je suis en train de construire. C'est la page qu'on peut me trouver, c'est artistacatania.com. D'accord. Alors, c'est un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité et de cette opportunité, M. Lapierre. Merci. Là, on parle de film avec notre chroniqueur Nicolas, le seul et l'unique. Nicolas, je suis contente de te voir en studio aujourd'hui. Comment ça va? Aussi, ça va très bien, et toi? Ça va bien, merci. Là, on parle du film 10, et j'ai de la misère à le dire là, tout le temps, 10 Cloverfield Lane. C'est en plein ça. Je l'ai eu, c'est pas pire, hein? Oui, tu l'as eu. Bon, là, je veux que tu me parles un peu de ce film-là. C'est quoi, en gros, le résumé de l'histoire de ce film-là? C'est un huis clos. C'est une fille qui a un accident d'auto. On comprend au tout début de l'histoire qu'elle s'est chicanée avec son copain, elle est en auto. Quelque chose arrive, il y a un accident. Elle se réveille et elle est dans une pièce. C'est bizarre. Et là, il y a un drôle de type qui arrive, qui est joué par John Goodman, tu sais, puis qui essaye de la soigner, mais en même temps, il
il a un peu l'air d'un débile. OK. Il faut comprendre, dans plusieurs types de films d'horreur, même dans Décadence, c'est un petit peu le même principe. La personne est en quelque part, quelque chose arrive, elle se réveille dans une pièce, il y a du béton partout, il y a quelque chose de terrible qui est sur le point de se passer. Et dans ce cas-ci, bien, le personnage, on dirait qu'elle sait déjà ce cliché-là par rapport au film. C'est que là, bon, elle panique. Et là, le personnage que John Goodman interprète, non, au contraire, veut la soigner, lui apporte des béquilles parce qu'elle a une jambe cassée, lui apporte de la nourriture. Puis il n'arrête pas d'y dire comme mon but, c'est de te garder en vie et il n'y a plus rien pour toi en haut. D'ailleurs, il n'y a juste plus rien en haut. T'sais? Donc là, elle comprend pas ce qui se passe et finalement, elle va sortir de la chambre où elle est. Et elle va se retrouver, dans le fond, elle va comprendre qu'elle est dans un bunker sous terre et que, Oh mon Dieu! Et que justement, elle est avec le personnage que John Goodman interprète et un autre gars de son âge. Et là, elle va comprendre qu'il y a eu une catastrophe qui s'est passée en haut. Et la seule manière qu'on lui explique la catastrophe, c'est le personnage de John Goodman qui dit il y a quelque chose qui s'est passé, là. Moi, je regarde beaucoup les extraterrestres, tu sais, là. Puis là, on comprend qu'il est peut-être un petit peu débile ses bords. Elle commence à parler de théorie de complot. Là, elle ne comprend pas. Et l'autre jeune homme qui est avec elle commence à dire « Ah, mais moi aussi, je l'ai vu. » Puis lui, de la manière qu'il parle, il peut avoir l'air de quelqu'un qui est un peu trop religieux. Ça fait que là, elle ne sait pas trop. Et c'est quand elle va regarder à l'extérieur, finalement, elle va monter un escalier, puis elle va regarder. Et là, elle va voir... je peux pas dire quoi, mais elle va voir quelque chose. Et là, elle va comprendre que il y a quelque chose qui s'est passé dehors. Elle ne peut pas sortir. Ah, ça, c'est vraiment comme je parle de la première demi-heure, première demi-heure, 40 minutes. Et le film, c'est un huis clos. C'est très intéressant. C'est pas le meilleur huis clos que j'ai vu de ma vie, parce que moi, j'adore ce type de film-là. Et bon, techniquement, si on regarde le titre, c'est censé être la suite de Cloverfield. C'est ça, qui a été réalisé avant ce film-là, en Oui, 2008, en 2000, oui, c'est ça, en 2008. Okay. Et dans le fond, c'est un gros monstre qui débarquait et qui détruisait tout sur son passage. Un peu comme Godzilla, mais c'était dans le style found footage. On retrouve une cassette et, oh mon Dieu, c'est les victimes de cet événement-là. Et dans celui-ci, eh bien, ce qui est drôle, c'est que, oui, on peut dire d'une certaine façon que c'est la suite, mais techniquement, c'est même pas dans le même univers. Oui, c'est ça. Oui, et J.J. Abrams, celui qui a produit ce film-là, qui a produit Cloverfield en premier, le premier Cloverfield, lui, son but, c'était pas du tout de faire une suite. Et d'ailleurs, ce titre-là, le titre original du film s'appelait Valencia. Ce qui n'a absolument rien à voir avec Cloverfield. Et c'est pendant le tournage, les gens se sont rendus compte que, ben, il y a des ressemblances à certains niveaux. Et là, une fois que le film a été terminé de tourner, ils se sont dit, mais pourquoi pas dire que c'est un peu la suite d'une certaine façon? C'est pas vraiment une suite, donc c'est pas suite 1, suite 2, suite 3, comme on voit dans les Harry Potter ou les choses comme ça. C'est vraiment juste que ça se ressemble un petit peu. À certains niveaux. À certains niveaux. Et je trouve que l'idée est pas bête, c'est quand même bien. Tu fais une suite à Cloverfield, et d'ailleurs, on parle déjà de faire une suite à ce film-là. Bon, ça serait peut-être pas dans le même univers, mais ça serait inspiré du même genre de fait. Et ça peut donner une franchise très intéressante parce que ces films-là, Cloverfield, si on prend le premier, 25 millions de budget, c'est minuscule. Ben, quand même. Le film a fait 125 au box-office, 125 millions. Celui-là, on parle de 13 millions. C'est encore moins, ben oui. Bien, 13 millions, ici, c'est un très, très, très bon budget. Oui. Aux États-Unis, le terme employé pour ça, pour la compagnie Paramount qui a fait ce film-là, c'est un micro-budget. C'est pas un petit budget, c'est un micro. C'est ça, il y a une division de Paramount, eux autres font des micro-budgets. C'est minuscule, là. Et pour te dire à quel point c'est minuscule, ce 13 millions-là pour eux, ils ont été obligés de tourner en ordre chronologique. D'habitude, un film, tu n'as pas besoin nécessairement de le faire en ordre chronologique, mais pour les besoins de l'histoire, on ne pouvait pas se permettre d'avoir deux plateaux différents. Puis en même temps, tu regardes ça, bon, John Goodman, peut-être que son salaire est de 1 million, je peux le croire, tu sais. Mais sinon, j'ai de la misère à imaginer où est passé le reste de l'argent. Je suis d'accord. Sauf si ça comprend la publicité. Mais de toute façon, la publicité, 3 mois avant que le film sorte, on n'avait presque pas entendu parler. Le film a été fait en secret. En plus? Bien, en plus, écoute, c'est un huis clos avec aucune très grande vedette, disons, qui s'appelle Valencia. Il n'y a pas beaucoup de journalistes qui vont essayer de découvrir qu'est-ce qui se passe. Je suis d'accord. Le film a été fini en décembre 2014, donc ça fait longtemps qu'il est préparé puis qu'on attend le bon moment pour le sortir.
Et ça donne que c'est maintenant, mais sinon, personne n'avait de l'intérêt à dévoiler ce que c'est. Moi, tu m'as donné quand même assez le goût d'aller voir ce film-là, fait que je vais y aller sûrement fin de semaine. Je vais peut-être me le commander ou quelque chose comme ça. Je vais voir, puis on s'en reparlera. Merci. Ça marche, bon film. Voilà qui conclut notre émission pour cette semaine. Vous aimeriez faire parler de vos événements, votre association ou votre organisme. Voici les différentes façons pour entrer en contact avec l'équipe de Laval et compagnie. Par téléphone au 450-490-4089 ou par courriel à info@commercial-tvrl.ca. Si vous désirez revoir ou partager une portion de cette émission, notez qu'elles sont toutes disponibles en ligne à tvlaval.ca ou sur YouTube. Merci à tous les invités qui se sont déplacés en studio, à nos excellents chroniqueurs et chroniqueuses, de même que l'équipe de réalisation et de production. Et n'oubliez pas qu'une ville, peu importe sa taille, ceux qui la gardent vibrante et vivante sont ceux qui l'habitent, s'en occupent et s'en préoccupent. Laurence, merci d'avoir remplacé Amélie. Merci à toi, Eric. À l'année prochaine, j'espère. Oui. Merci beaucoup. À la semaine prochaine, tout le monde.